Bonjour à tous. Bienvenue pour cette séquence un peu terminale d'une journée. Mais je suis sûre que Christian va, par son bagou, nous ramener plein de monde. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de l'innovation à la pérennité, comment l'industrie circulaire peut contribuer à la pérennisation des projets industriels innovants. Je me présente rapidement, Véronique Gricourt, déléguée générale du collectif Startup Industriel France. Donc un collectif qui vise à accompagner les projets industriels innovants dans les territoires de façon à leur permettre de passer à l'échelle de façon raisonnée, structurée et à les pérenniser dans les territoires. La circularité, pour nous, est un élément constitutif de l'industrialisation. Le CSI, le petit nom de collectif Startup Industriel, a été créé par une personne, Éléonore Blondeau, qui est très attachée à la notion de circularité, de même que Christian, qui va se présenter tout à l'heure. Et donc, la circularité fait partie de l'ADN du CSI. Mais au-delà de la circularité, qui est pour nous maintenant un indispensable, la pérennité de l'innovation industrielle dans les territoires, c'est notre combat d'aujourd'hui et ce pourquoi on œuvre tous les jours. Donc, Christian, je vais te laisser te présenter et ensuite peut-être dire quelques mots de ton expérience d'entrepreneur, ton expérience au sein du CSI aussi, et puis ensuite on reviendra sur le sujet de l'intervention. Bonjour. Donc, je suis Christian Bruyère, je suis un entrepreneur industriel d'un nouveau genre, puisque on a créé un scooter électrique en France, qu'on industrialise en France, mais on ne vend pas le bien d'équipement. En fait, on est dans une économie de la fonctionnalité, de la coopération. On vend l'usage, la performance d'usage, en fait. On vend des kilomètres, ce qui nous permet de pouvoir récupérer le bien d'équipement quand le contrat est terminé, au bout de 2, 3, 4, 5 ans selon les contrats. Et évidemment, démonter intégralement le véhicule qui a été pensé pour cette industrie-là et réemployer plus de 80% de la nomenclature pour refaire un nouvel équipement qui, du coup, coûte beaucoup moins cher, puisque la plupart des composants sont réemployés, coûte beaucoup moins d'énergie, puisque il n'y a pas besoin de les refaire et de les recommander à l'autre bout du monde. Et justement, c'est pour cette raison que je suis venu témoigner, il remplace finalement les composants qu'on achetait auparavant à l'autre bout du monde par du travail local, puisque on fait travailler des gens en insertion, des gens dans des ESAT, ce qu'on appelle les entreprises adaptées, une école de production, et puis depuis peu des CFA qui viennent apporter finalement leur contribution à l'industrialisation tout en apprenant leur métier, puisque on a différents niveaux de compétences sur l'activité industrielle. Voilà pour ma petite présentation. Merci Christian. Peux-tu nous définir ce qu'est, tu as commencé à le faire un petit peu par ta présentation, peux-tu nous définir ce qu'est l'industrie circulaire? Premier point. Quelle en est ton expérience? Deuxième point. Alors je vais définir l'industrie circulaire en commençant par une phrase que j'aime bien. L'industrie circulaire n'est pas le recyclage. L'industrie circulaire est composée de 7 leviers, dont le recyclage est le dernier, c'est-à-dire c'est le déchet de l'économie circulaire. Et évidemment, quand on pratique l'économie circulaire de manière profitable, on a intérêt plutôt à faire durer les produits et à réemployer les composants, à les reconditionner, à les remanufacturer
avant de les recycler. Parce que quand on les recycle, on détruit la forme de la matière, on en perd des caractéristiques, et évidemment, en termes de création de valeur, c'est pas très efficace, parce que ça a plutôt tendance à en détruire qu'à en créer. Donc le recyclage n'est pas l'économie circulaire, et l'économie circulaire est une économie qui est rentable à condition qu'on ait prévu l'écosystème qui va avec, et d'où l'importance de penser local et de mettre en œuvre des partenariats sur un territoire pour mettre en œuvre cette économie circulaire qui est, comme son nom l'indique, une économie et pas seulement un système de récupération de matière. Merci. Quel lien tu peux faire entre innovation, industrie circulaire et surtout comment l'industrie circulaire peut permettre de pérenniser l'innovation? Alors, on a bien compris, enfin j'espère, que la pérennisation des produits est dans le cœur de pensée de l'industrie circulaire. Maintenant, comment l'industrie circulaire peut permettre de pérenniser l'innovation et peut permettre de pérenniser les entreprises industrielles innovantes? Alors, je pense qu'il y a un vrai manque de prise de conscience. On est aujourd'hui en déficit industriel sur tous les territoires français. On a face à nous des pays comme la Chine qui est très puissante sur un plan économique, qui a accès aux matières premières, à toutes les matières premières, ce qui n'est pas notre cas, une énergie bien moins coûteuse, une réglementation favorable, une fiscalité souvent très favorable, parce que très subventionnée, et surtout des volumes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a sur notre territoire. Donc très clairement, pour moi, l'économie circulaire est à peu près la seule solution aujourd'hui pour être compétitif et pouvoir s'en sortir sur un plan économique. D'autant plus que ça résout aussi la problématique environnementale, puisqu'on a un impact qui est très fort sur l'énergie, sur la matière. Et enfin, je le disais juste précédemment, on est capable de créer de l'emploi sur les territoires et à plein de niveaux différents, de la formation par l'insertion, l'inclusion. Et donc, pour moi, l'économie circulaire est clairement synonyme de partenariat avec l'économie sociale et solidaire, et donc capable de ramener beaucoup d'activités dans nos territoires. Alors, je vais te challenger un petit peu. On s'aperçoit depuis, on va dire, un peu plus d'un an, que l'appétence pour l'économie circulaire est en train de diminuer chez les dirigeants d'entreprises industrielles. Nous, on le voit bien au sein du collectif, où on venait beaucoup adhérer au collectif parce qu'il y avait cet ADN d'économie circulaire. Et maintenant, quand on parle aux dirigeants de programmes qui parlent d'économie circulaire, ils nous disent attendez, moi d'abord, je veux d'abord vendre, je veux d'abord avoir un modèle économique qui tienne la route avant de montrer que je fais du bien à la planète. Voilà ce qu'on entend quand même de plus en plus régulièrement. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à ça et concrètement, comment on peut changer cet état d'esprit ou ces questionnements dans la tête des dirigeants, sans parler du grand public, bien sûr, et des élus ou des collectivités autour de nous aujourd'hui? Bon, ma première réponse, c'est qu'aujourd'hui, l'économie circulaire est vue surtout par l'angle du recyclage. Et en fait, ça a peu d'impact économique sur une activité qui se crée, puisque d'abord, elle n'a pas beaucoup de volume. Et donc, l'économie circulaire, souvent, dans la création d'un projet, est pas identifiée comme un mécanisme de compétitivité. Mais c'est parce qu'on ne change pas les modèles d'affaires. Si on revoit son modèle d'affaires
Parce que dans l'économie circulaire, le quatrième pilier, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire arrêtons de vendre des biens d'équipement. On a atteint les limites planétaires, on est à la 7e sur 9 hein, quand même. Alors je sais que ça intéresse peu de monde, en tout cas c'est clair ici aujourd'hui, mais pourtant c'est une réalité. Et aujourd'hui, les risques climatiques, géopolitiques, de disponibilité de matières premières sont réels. Peu de gens l'ont compris, mais en 2035, on n'aura plus accès au cuivre. C'est-à-dire les limites planétaires de la matière première cuivre qu'on met beaucoup dans nos équipements électriques ne sera plus disponible. Et donc, pour moi, il n'y a pas de choix. En fait. La réindustrialisation, elle sera circulaire ou elle ne sera pas. Mais évidemment, il ne faut pas l'envisager en conflit facial face à des gens qui payent les matières premières moins chères, qui ont une énergie moins chère, qui ont une réglementation favorable. Il faut se battre sur un autre angle, c'est l'angle du commerce, en vendant des services et en ne vendant plus des produits, puisque de toute façon, cette problématique de vente des produits, on ne pourra pas la gagner compte tenu du fait que tous nos critères de comparaison sont défavorables. En fait, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à toute la démarche qu'on est en train de développer au sein du CSI, des accélérateurs territoriaux, où l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux dirigeants de la complexité du passage à l'échelle. Et quand tu parles de il faut repenser les modèles d'affaires, voilà, c'est la même question. C'est-à-dire que quand on pose la question à un dirigeant de start-up industrielle ou autre entreprise industrielle innovante, il est entièrement focus sur son innovation. Quand on lui demande quel va être ton modèle d'affaires, comment tu vas piloter ton entreprise, comment tu vas concevoir ton produit, ta stratégie d'accès au marché, comment tu vas mettre en place ton industrialisation et la concevoir en amont, là on s'aperçoit qu'on a des réponses assez floues. Et pour nous, il est clair effectivement que l'économie circulaire doit être un élément à intégrer dans le cahier des charges de base de l'industrialisation. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience des dirigeants, de la complexité d'une part, de la nécessité de changer de modèle, de la nécessité de changer de comportement. Oui, c'est tout à fait juste. En réalité, aujourd'hui, le projet dont je m'occupe sur la partie R&D développement, qui s'appelle Mobion, donc ce scooter électrique, on ne le gère pas avec une seule société. On a 3 sociétés distinctes pour le gérer parce que, en fait, on fabrique avec un constructeur qui a des agréments, une fiscalité, une assurance de constructeur. On gère l'actif, c'est-à-dire les véhicules, la flotte, avec une société dont le métier est de faire du financement d'actifs et de la gestion de flotte, comme son nom l'indique. Et enfin, sur la partie fabrication d'électronique, on a été amené à être obligé de créer une société pour fabriquer les batteries parce qu'on n'arrivait plus à s'assurer avec la société qui fabrique les véhicules. Parce que depuis l'année dernière, des problématiques liées à la fabrication des batteries ont engendré la volonté chez les assureurs de séparer les métiers pour s'assurer que les risques seraient moins importants. Et donc aujourd'hui, on peut difficilement envisager un business industriel intégrant la circularité et l'économie de la fonctionnalité de la coopération sans avoir plusieurs boîtes. Et clairement, quand on monte une start-up, déjà c'est compliqué avec une. Donc monter 2 boîtes puis 3 boîtes pour scaler le modèle, c'est pas simple. Mais j'ai pas dit que c'était simple. Hein. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Alors je vais encore rebondir sur cette notion à la fois de gouvernance et d'alliance. Parce qu'un autre thème qui m'est cher personnellement, c'est le lien entre industrie, innovation et territoire.
Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, mais de façon très rapide, j'aimerais que tu reviennes dessus. En quoi l'industrie ou l'économie circulaire est-elle un élément favorable pour les territoires, pour les collectivités qui sont là autour de nous? En quoi elle peut apporter un élément... Alors on en a parlé à l'intervention précédente sur le lien entre ESS, territoire et industrie, et comment l'ESS pouvait être un modèle justement de mode de fonctionnement, d'alliance, de gouvernance dans les territoires. Donc j'aimerais que tu reviennes dessus, toi, avec tes exemples très concrets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte une industrie circulaire dans un territoire et aux élus qui nous écoutent, peut-être, ou nous écouteront, j'espère, en replay. Alors, je vais répondre à cette question en reprenant un élément, peut-être je n'ai pas développé assez tout à l'heure. Je disais que on fabrique des scooters et on ne les vend pas, on vend que l'usage. Et aujourd'hui, notre signature, c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. C'est-à-dire que l'économie de matières premières et d'énergie qu'on est capable de réaliser par notre mode de commercialisation et de production nous permet de remplacer les achats de composants qu'on est obligé de refaire toutes les fois où on crée un nouveau véhicule par du travail. C'est-à-dire que dans notre industrie, la masse salariale ne nous fait pas peur, puisqu'elle est imposée par le modèle. Mais elle coûte beaucoup moins cher quand c'est prévu au départ, parce que, évidemment, remanufacturer un produit qui n'a pas été pensé pour ça au départ, c'est-à-dire qui n'a pas été conçu, démontable et modulable, c'est compliqué. Mais si ça a été fait dès le départ pour cette industrie circulaire, eh bien, dans ce cas-là, on peut recréer des emplois. Et on a besoin, sur les territoires aujourd'hui, c'est très difficile de recruter, contrairement à ce qu'on dit, parce que les jeunes ne sont pas formés, les plus anciens sont exigeants parce que... Et puis on a un trou, hein, parce que pendant 40 ans, il n'y a pas eu d'industrie, donc on trouve facilement des gens proches de la retraite ou des jeunes mais qui ne sont pas formés. Entre les deux, c'est très difficile. Et donc on s'aperçoit que finalement, cette économie sociale et solidaire et tous les organismes de formation des territoires sont très friands de sujets touchant au démontage, à la réparation, au reconditionnement et à la remanufacture, parce que ce sont des très bons prétextes à la formation et donc à la montée en compétence des équipes qui ensuite peuvent être recrutées et intégrer les équipes industrielles. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, cette industrie circulaire est extrêmement intéressante parce qu'elle permet, par sa compétitivité, parce qu'on arrive à être très compétitif. Aujourd'hui, on loue nos scooters à moins de 50 € par mois, quand nos concurrents chinois sont à 80. Et donc, le fait qu'on fasse ces économies de matière nous permettent de pouvoir dépenser plus sur la masse salariale et sur les équipes de production. Alors je vais continuer dans cette veine en prenant mon exemple personnel datant d'il y a maintenant un certain nombre d'années. J'avais créé ce qu'on n'appelait pas encore une start-up industrielle dans l'économie qu'on n'appelait pas encore circulaire, dans le secteur du traitement des eaux, où il y a quand même des gros acteurs. Et j'avais identifié que les produits que je vendais, puisque je faisais du négoce, étaient en fait des produits avec un acteur majeur qui les fabriquait, qui les vendait en France et qui avait une situation de quasi-monopole. Et quand il fallait les remplacer, on remplaçait toute une rampe. Alors qu'en fait, il était possible une rampe de diffuseur d'air pour les stations d'épuration. Voilà. Alors qu'en fait, il suffisait de remplacer la partie en caoutchouc qui permet aux bulles de passer et de les remettre sur la partie en métal et en plastique pour redonner une deuxième vie à ces rampes d'aération. Rampes d'aération, je pense que ça peut parler à un certain nombre d'élus ou de collectivités.
et donc j'avais sourcé des membranes en caoutchouc pour remplacer, et j'avais fait appel à une entreprise d'insertion locale pour faire justement pas le remanufacturer, mais le reconditionnement, pardon, le reconditionnement de ces rampes. En revanche, bah voilà, j'étais toute seule avec mes petits bras. J'avais même fait travailler l'IFPEN sur un procédé R&D pour concevoir des rampes d'aération, non pas en métal, mais en PEHD recyclable, etc. Mais toute seule avec mes petits bras à l'époque, face à des géants que je ne citerai pas, et sans bénéficier d'alliances, et n'ayant peut-être pas eu moi aussi à l'époque la bonne idée de m'allier avec d'autres entreprises ou d'autres en tout cas acteurs qui auraient pu agglomérer une chaîne de valeur commune. Bon voilà, j'ai dû fermer boutique. Mais tout ça pour dire, la notion d'alliance, de gouvernance autour d'un projet et d'aller chercher les territoires et les acteurs territoriaux est importante. Et je pense que maintenant, il y a un peu plus d'appétence du côté des collectivités pour ça. Mais il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a des collectivités. Je pensais à BioVallée, qui est une association qui est autour de la Drôme, qui a mis en œuvre plusieurs sociétés coopératives pour gérer des tas de sujets, notamment sur l'eau, et la pollution et l'ensemble des activités du territoire. Et là, il y a énormément de coopération. Il y a beaucoup d'associations qui gèrent ces relations entre les différentes personnes sur le territoire, que ce soit des particuliers ou des entreprises d'ailleurs. Et donc effectivement, ça fonctionne. Mais c'est un mycélium en fait. C'est quelque chose qui se cultive dans le temps long. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire arriver sur le temps court. Et aujourd'hui, nos structures d'investissement ont des thèses d'investissement avec des retours sur investissement sur 5-7 ans maximum. Or, ce sont des dispositifs durables qu'on cherche à mettre en œuvre. Et la durabilité ne se finance pas sur le court terme. Voilà, donc c'est pas simple de résoudre cette équation-là. On a un participant dans la salle qui pourrait peut-être répondre à cette question de l'investissement. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole maintenant. Non, mais c'est un très bon point qu'il y a beaucoup de modèles de financement à assez court terme, à assez court terme, notamment dans le modèle classique de fonds d'investissement, de venture capital ou de private equity. Il y a des dispositifs publics, parapublics qui existent pour du plus long terme, mais ça reste un sujet primordial, je suis d'accord. Vous pouvez peut-être vous présenter du coup. Je travaille pour ADEME Investissement, qui est structure d'investissement rattachée au SGPI et à l'ADEME, dans l'innovation dans la transition écologique. Avec Karine. Exactement. Ouais, merci d'avoir répondu aux débeautés. À votre intervention. En fait, le point est que on est parti du paradigme qu'on exploitait l'extraction de matières premières et d'énergie, évidemment, et que ça pouvait se faire sur un temps court, finalement, puisqu'on vend un produit, le cycle de production n'est pas si long, et donc on peut effectivement avoir des retours à investissement rapides. Malheureusement, on va être contraint à un moment ou à un autre de s'arrêter, parce que dans un monde fini, la croissance infinie est une forme d'exponentielle, et dans le vivant, l'exponentiel, c'est la mort, hein, c'est le cancer. Et donc, on est d'accord sur le fait que si on veut financer l'exploitation de composants ou de matières premières sur des durées très longues, puisque en fait tous ces matières premières, et en particulier les minerais métalliques, tous les métaux, en fait sur des tas d'usages n'ont aucun type de dépréciation, puisque faire passer des térawattheures d'électricité dans du cuivre,
ou parlant des aimants permanents, c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein, il s'appelle comme ça. En fait, on les amortit sur des durées très courtes parce qu'ils sont inclus dans des biens d'équipement qui ont été pensés en design to cost et donc avec des techniques d'assemblage qui empêchent de les réparer ou de les récupérer. Et donc on se retrouve dans une économie qui est finalement l'économie de l'extraction linéaire, comme on l'appelle à l'ADEME. Et en fait, nous, on prône une économie de l'exploitation dans le temps long de ces matières premières qui ont une durée de vie très longue, voire infinie. Et donc, évidemment, ça renverse intégralement le modèle de financement. Ceci dit, quand on regarde les chiffres, il est très très intéressant, hein, parce qu'on a des dotations annuelles aux amortissements qui sont très basses, donc on se retrouve avec des comptes de résultats qui sont incroyables, et on a des immobilisations qui ne sont pas encore amorties, donc qui font partie de l'actif net. Donc on se retrouve avec une combinaison de comptes de résultats et de bilans qui sont incroyables, donc des entreprises qui sont très très robustes, mais qui rendent les fonds sur des temps très longs, puisqu'elles elles peuvent pas, de manière très claire, emprunter l'argent sur le temps court et l'exploiter sur le temps long, parce que les échéances ne correspondent plus au loyer de revenus, et donc on se retrouve avec un déficit de trésorerie qui tue l'entreprise. Donc il va falloir vraiment à l'ADEME que vous réfléchissiez à ces sujets-là. Si vous voulez qu'on en discute tout à l'heure, c'est avec joie. Merci. On me fait signe qu'il faut qu'on termine notre intervention. Donc merci pour cette intervention. Et je clôturerai juste sur cet aspect financement. Oui, et il faut aussi que les dirigeants les dirigeants prennent bien conscience justement de ces aspects financiers, mais donc du pilotage raisonné de leur entreprise et donc aussi de leur stratégie d'accès au marché, de leur stratégie d'industrialisation. Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte, surtout s'ils veulent mettre en place un modèle circulaire, c'est d'autant plus important. Voilà, merci à vous. Merci Véronique.